Merci aux personnes qui sont là pour l'événement d'aujourd'hui et merci aux personnes qui sont venues pour d'autres raisons et qui vont certainement nous suivre. Donc mon nom est Selma Tanouk Belami, donc c'est moi qui vais animer la discussion d'aujourd'hui dans le cadre donc, du Festival de la littérature. Euh, donc c'est l'espace de la diversité qui organise ces rencontres, donc les midis littéraires depuis lundi et jusqu'à demain. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer une discussion avec trois invités que j'ai eu la chance de lire et de relire. Je commencerai par la droite. Donc, Louise Dupré est avec nous. Bonjour Louise. Vanessa Yunsi et Fiorella Boucher. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'espace de la diversité. Et merci au public d'être ici aujourd'hui à l'Esplanade Tranquille. Donc aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu, on va parler de l'amitié, donc vraiment de l'amitié conjuguée au féminin. Ça se voit un peu avec les personnes qu'on a autour de la table. Et donc je vais commencer par présenter un peu nos invités et ensuite les inviter à entrer dans le vif du sujet. Et je voulais dire aussi que si vous avez des questions qui vous passent par la tête, notez-les et dès qu'on aura un moment, vous pourrez les poser. Est-ce que ça vous convient? C'est bon. Donc bonjour Fiorella, je vais commencer par toi. Tu es née à Cordoba en Argentine, d'une mère guarani paraguayenne, est-ce que j'ai bien prononcé? Guarani. Guarani. Ok, je ne suis pas très bien en espagnol. Guarani paraguayenne, et d'un père français, donc tu vis à Montréal. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de l'abattoir C'est chez nous, si tu peux le montrer un peu à tout le monde, qui est ton premier livre. Donc c'est un récit de famille sur la recherche d'identité entre deux héritages, de tes héritages finalement qui ne se parlent pas, tes héritages européens et les autochtones du Paraguay. Donc, tu vas nous en dire plus tout à l'heure. Louise, donc je passe à toi. Tu es poète, romancière, dramaturge et essayiste. Tu as publié plus d'une vingtaine de titres qui ont reçu de nombreux prix et distinctions. Parmi les dernières parutions, donc, on va en mentionner quelques-unes, les recueils de poésie Plus haut que les flammes et La main montée, ainsi que les romans L'album multicolore et Théo à jamais. Tu es membre de l'Académie des lettres du Québec et aujourd'hui tu vas nous parler d'un ouvrage qui s'intitule Nous ne sommes pas des faits et que tu as coécrit avec Vanessa Yunsi. Vanessa qui est le troisième invité aujourd'hui. Bonjour Vanessa. Docteur Yunsi, médecin psychiatre, autrice et poète. Tu as publié 3 recueils de poésie chez Mémoire d'Encrier, Prendre l'an, Emprunter aux oiseaux et Métisser, et co-dirigé le livre collectif Femmes Rapani. Tu as aussi publié un livre qui retrace son parcours comme soignante, donc Soigner et nu. On va commencer tranquillement, je vais vous inviter à discuter sur différents sujets. On va commencer par Vanessa et Louise, donc vous avez écrit Nous ne sommes pas des faits. Et c'est un ouvrage rédigé à 4 mains, c'est-à-dire que le premier poème est écrit par vous deux, et le dernier aussi. Et dans tout le long de l'ouvrage, vous avez les pages de gauche, donc je ne sais jamais si c'est père ou impair, mais les pages de gauche écrites par Louise et les pages de droite par Vanessa. D'où est venue l'idée de faire un tel ouvrage? En fait, tout ça a commencé. D'abord, bonjour tout le monde. Donc, tout ça a commencé par un livre qui est paru aux éditions du Passage, qui s'intitule Ce qui existe entre nous. C'est un collectif de femmes poètes qui a été dirigé par Sarah Dignard, qu'on remercie en passant. Puis, dans le fond, l'idée, c'était de jumeler des femmes poètes de différentes générations pour aborder un thème lié à leur écriture, les lieux de l'écriture. Et nous, on a choisi, Louise et moi, on s'est choisis, donc on était déjà amis, puis ça nous a permis d'approfondir notre amitié. Puis on a choisi comme lieu d'écriture, sans surprise, l'enfance, qui est peut-être le lieu de l'écriture par excellence. Et donc, on a la première partie du livre, donc, reproduit les pages qu'on avait écrites dans Ce qui existe entre nous. Mais Louise et moi, on s'aime, puis on a décidé de continuer à s'écrire. Puis donc, on a continué à la correspondance et ça a mené à Nous ne sommes pas des filles. Il faut dire aussi que donc on est amis, mais on n'avait jamais écrit ensemble. Et c'est une façon autre de plonger dans l'amitié, de se dire des choses que peut-être on ne se dit pas de vive voix. L'autre chose, c'est il y a eu le contexte bizarre de la pandémie aussi, qui a fait qu'on s'est peu vu dans cette période-là. Et donc, c'était une façon de maintenir le lien pour nous. Moi, j'étais prise beaucoup à l'hôpital. Louise était prise plus chez elle. Donc, on a pu maintenir notre lien. Alors, pour continuer dans ce sens-là,
on a senti très vite que le livre n'était pas terminé. Après les 10 poèmes qu'on a publiés dans Ce qui existe entre nous, on avait autre chose à se dire de l'amitié entre femmes, de notre amitié, parce qu'un livre de poèmes, c'est pas un essai, on parle pas en général, on parle en particulier. Donc, on voulait justement approfondir les ressemblances et les différences qu'il y avait entre nous aussi. Mais je dirais que ce livre-là nous a fait comprendre, malgré la différence de génération, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de liens entre nous et beaucoup plus qu'on pensait. Pour la première partie, on est allé revoir les lieux de notre enfance. Alors, Vanessa a grandi à Québec et moi, j'ai grandi à Sherbrooke. Alors, on a visité d'abord Québec et ensuite, on est allé dans mes lieux à moi pour se rendre compte que on dit une enfance, c'est tout petit. Les lieux de l'enfance, c'est la maison, c'est l'école, c'est l'église, c'est le parc, c'est la rue où on jouait avec les petits amis et surtout les petites amies et que ça se ressemblait terriblement malgré les générations. Et qu'il y avait beaucoup d'échanges. Et d'autant plus qu'il y a beaucoup de rapports qu'on a découverts. Par exemple, Vanessa, c'est le prénom de la grand-mère de Vanessa, sa grand-mère paternelle, qui est décédée quand son père était tout petit. Et moi, Louise, c'est le nom de ma grand-mère paternelle, qui est décédée quand mon père était tout petit. Alors, l'amitié, c'est jamais par hasard, hein. L'amitié, ça se crée, ça se construit autour d'une synchronie ou de coïncidence. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coïncidences entre nous. Alors, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que, dans le fond, la différence entre générations, quand on commence à l'explorer, quand on commence à la vivre, on se rend compte que c'est pas tout. Hein, il n'y a pas des gens qu'on peut mettre dans ma catégorie d'âge et des personnes qu'on met dans, dans une autre catégorie d'âge. Il y a beaucoup de rapports, mais malheureusement, la société dans laquelle on vit nous divise beaucoup plus qu'elle ne nous rassemble. Merci beaucoup, Louise. Fiorella, en parlant justement de grand-mère et de retour dans des lieux significatifs, donc justement, quelle est l'origine de l'abattoir C'est chez nous et où es-tu allée justement pour l'écrire? Je vais commencer par remercier cet espace de discussion. Merci Ophile et l'espace de l'université de m'inviter à être en conversation avec Louise Dupré, Vanessa Yunsi, deux poètes incroyables que j'admire. Et merci à toi, Selma, pour le travail attentif que tu fais, les questions que tu nous poses. Donc, je suis très touchée parce que Louise vient de dire, parce que c'est un peu la motivation aussi d'écrire mon recueil. Je veux rebondir justement sur le fait que la société nous divise. Je pense qu'on était dans une période de pandémie quand ça a commencé, mon écriture. Moi, ma grand-mère venait de décéder. Ça a été très vite quand la pandémie a frappé. Et pour moi, ça m'a parti dans les réflexions encore une fois, un virus qui vient de loin, qui débarque et qui amène avec lui énormément de victimes qui n'ont rien à voir avec les systèmes dans lesquels, le monde dans lequel on vit, les fonctionnements de dévastation et de destruction de la biodiversité. Donc, ça partait de là et je me rendais compte que j'avais besoin d'écrire l'abattoir, c'est chez nous, pour pouvoir commencer à faire le deuil de ma grand-mère. Parce qu'il y avait des choses que je devais aller revisiter avant de pouvoir faire le deuil. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de place aussi pour parler de mon père et quelle est
pourquoi cette présence-là mais arrache un peu à l'identité que ma grand-mère pourrait me donner, parce que c'est comme, c'est très contrasté en quelque sorte. Donc, mon nom de famille, c'est Boucher, et avec l'abattoir, je faisais référence à mon nom de famille. C'était quoi la question de nouveau? Je vais retourner dans une œuvre significative, donc c'est le Paraguay, et le lien notamment-mère aussi. Exactement, oui. Donc, c'est là que tout commence. En fait, le Paraguay, ça occupe une place importante dans mon identité, mais aussi une place de l'imaginaire, parce que moi, je ne suis pas née au Paraguay, je suis née de ce qu'on appelle dans ma famille du bon côté, entre guillemets, ça veut dire l'Argentine, qui est un pays plus développé, qui est plus... euh, que les personnes qui fuient les conditions économiques terribles au Paraguay et aussi la dictature, souvent vont aller se réfugier en Argentine, et c'est le cas de ma mère, c'est comme ça qu'elle est arrivée en Argentine. Et moi, je suis née à Cordoba, en Argentine, et toujours avec euh, cette, euh, cette idée que moi, je ne viens pas de là, que je viens du Paraguay, mais je ne connais pas. Donc, c'est une place, c'est un moteur de création aussi. Et justement, on pense souvent à l'écriture comme un acte un peu plus solitaire. Dans ton cas, Fiorella, et dans votre cas, toutes les deux, Louise et Vanessa, est-ce que finalement vos ouvrages ont contredit cette idée un peu préconçue, ou bien vous avez vraiment écrit pour vous? En fait, pour qui vous avez écrit? Est-ce que par exemple vous envoyez le poème à Louise qui ensuite répondait à ce poème? Comment ça s'est passé? En fait, on dit souvent effectivement que l'écriture, c'est un acte solitaire. Bon, c'est sûr que moi, mon petit côté psy me fait dire qu'on écrit toujours à quelqu'un, mais qu'on ne sait pas toujours à qui on écrit. Puis c'est en écrivant des fois qu'on le découvre. Moi, j'ai personnellement beaucoup écrit à ma mère. Je pense qu'on écrit beaucoup, souvent à sa mère. Cela étant, Louise et moi, ce que j'ai aimé d'écrire avec Louise, c'est que là, j'avais vraiment quelqu'un en dehors de ma psyché qui me répondait aussi. Donc, ça, c'était fantastique. Concrètement, effectivement, on s'écrivait chacune un poème. Donc, j'écrivais un poème, Louise me répondait. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a quand même beaucoup de correspondance, c'est-à-dire qu'on se répond, qu'on se lit. Donc, on n'est pas juste avec nos figures internes. Donc, je pense que ça permettait un peu de sortir de soi, puis moi, de découvrir des choses de l'histoire de Louise et inversement. Puis aussi, je crois que dans le rapport à la langue, ça nous amenait aussi à travailler la langue ensemble, le langage. Bon, Louise est une poète incroyable, puis donc moi, ça m'a aussi beaucoup appris. Donc, je pense que l'écriture, oui, est un acte solitaire, mais souvent aussi, ça crée une communauté, ça crée des amitiés. Donc, on fait lire après à d'autres. Donc, c'est aussi une façon, oui, d'aller en soi, de découvrir les autres en soi, puis je l'espère après de découvrir un peu les autres à l'extérieur aussi. Je dirais, c'est très beau. Je ne sais pas ce que je pourrais ajouter. Sinon, qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait d'écrire un poème puis de l'envoyer comme une lettre. Il y a quelque chose de la correspondance et on n'a plus l'habitude de la correspondance maintenant. Alors, moi, je regrette le temps où on envoyait une lettre, ça prenait une semaine à arriver, on attendait la réponse. Et là, j'envoyais mon poème à Vanessa, puis je me disais, ah, elle va me répondre. C'est quand même curieux d'écrire de la poésie en attendant une réponse. Alors, il y avait quelque chose d'extrêmement vivant là-dedans. Et je trouvais que c'était très bon pour passer par-dessus les inhibitions. Alors, et moi, je suis allée plus loin grâce à Vanessa parce que j'avais l'impression de me confier par moments. Ce que je suis plus retenue habituellement quand j'écris. Et là, j'écrivais ça pour Vanessa et puis j'écrivais ça à Vanessa, ce poème-là, et je pouvais me laisser davantage aller. Et je pense, entre autres, certains poèmes qu'on a écrits durant la pandémie,
bon, étant donné notre différence d'âge, bon, Vanessa était sur le champ de bataille à l'hôpital, parmi les masques. Il y a toute une section là-dessus. Et moi, j'étais tranquillement à la maison en me sentant très impuissante. Et on nous disait à la télévision, restez chez vous, ne sortez pas à votre âge, vous allez venir encombrer les hôpitaux et tout. Bon, on se l'est fait dire beaucoup. Puis on se sentait, je pense, 3 fois plus fragile que d'habitude. Alors, le fait d'écrire à Vanessa, qu'elle me réponde, ça créait aussi une sorte de solidarité, mais aussi ça me donnait une solidité durant la pandémie. Je pense que ça, je ne te l'ai jamais dit, mais je le dis là, publiquement. Mais je voudrais peut-être ajouter que c'est réciproque parce que moi, des fois, j'ai même écrit à l'hôpital le poème. Puis donc, ça me permettait, je l'ai écrit dans le livre d'ailleurs, j'ai dit j'ai besoin de tes mots pour soigner. Hein? C'est-à-dire que autant l'écriture ne me semble pas un acte si solitaire, mais le soin encore moins. On a besoin des autres pour soigner. On a besoin de se soigner soi-même pour soigner. Puis moi, ça me maintenait un peu la tête hors de l'eau, puis un peu la tête hors de l'hôpital aussi. Puis ça fait qu'après, j'y retournais un peu plus sereine aussi. Oui. Moi, j'ai mis dans la dédicace de mon recueil que j'ai écrit ça à ma première poète, Griselda, et à su madre libre, à tu madre libre, qui veut dire à ta mère libre. Et donc, moi, je pense que j'écris avec ma mère, même si elle n'est pas là. Et j'écris pour elle aussi. En fait, ma mère, elle ne lit pas les français, mais j'étais très consciente qu'avec un recueil en français qui met les chapitres en guarani, c'est quelque chose de très puissant pour la place qu'elle occupe. Ça lui envoie aussi une réponse, en fait, parce qu'elle m'a toujours encouragée à cultiver mon côté français. Mais moi, j'ai voulu lui dire, d'accord, je t'ai écouté, mais regarde la place qui occupe les Guarani. Donc, j'écris avec elle. Elle est toujours dans mes pensées, dans mes préoccupations, et aussi c'est une sorte de relation d'amitié aussi parce que il n'y a pas une relation hiérarchique. Plein de fois, on n'a pas ce genre de rapport qu'il aurait pu avoir avec mon père. Donc, même si l'acte d'écrire, je l'ai fait dans mon appartement toute seule, j'ai toujours essayé d'invoquer des moments où je ne suis pas seule, d'invoquer ma grand-mère, d'invoquer ma mère dans l'écriture et de retourner aussi à des lieux d'enfance qui m'habitent toujours. Donc, ça, et aussi avec les personnes que j'ai lues ici et qui m'ont cultivé et qui m'ont montré que c'était possible. Parce que moi, quand j'ai lu Marie-André Gill, c'est là que j'ai vu les chapitres où elle avait mis les noms des chapitres en Innu et Mun. Et ça m'a montré que c'était possible de faire quelque chose comme ça. Donc, toutes ces références qui m'habitent. Donc, c'est pas très solitaire finalement, je dirais. Merci beaucoup. Avant de passer à mes autres questions, je laisserai, quand même, on a un public assez riche, certaines d'entre vous poser des questions. Donc, une ou deux, j'en prendrai, si vous en avez. J'ai pas compris le nom de l'auteur que vous venez d'évoquer. Elle n'a pas compris le nom de l'auteur que tu viens d'évoquer. Ah, Marie-André Gill. D'accord. Ok. Oui, je parle de son recueil Béante. Oui. Merci. Moi, j'aurais une question pour Louise. Tu as parlé de pudeur, d'inhibition. Est-ce que c'est différent? La correspondance t'a permis de t'ouvrir, la correspondance par poème t'a permis de t'ouvrir.
Mais est-ce que c'est pas la poésie n'est-elle pas un champ qui permet plus ça que les romans, comme tu fais les deux? Est-ce que tu l'abordes de la même manière? Est-ce que tu te sens plus en réserve quand tu écris des romans? C'est une très bonne question. Ça dépend. Je pense que ça dépend des sujets. Alors, il y a certains sujets, c'est clair que si le sujet est plus autobiographique, bon, je suis une personne très secrète, tu le sais. Alors donc, si je suis devant quelque chose, un trait plutôt, bon, ce que je considère comme étant très intime, je vais hésiter à le dire. Poésie ou roman. La poésie a quelque chose peut-être de plus ouvert au sens où le jeu en poésie, c'est un jeu qui dépasse, c'est plus soi-même. Là. Il y a quelque chose d'emphatique, il y a quelque chose du théâtre dans la poésie. C'est plus près. Alors que le roman, en tout cas le roman autobiographique, est quand même très, très près du jeu. Et ça, c'est plus embêtant. C'est vraiment plus embêtant. Ce qui peut être libérateur de mon côté, c'est un roman où, bon, par exemple, si j'avais un jeu qui représente un serial killer, bon, mais là, je pourrais me laisser aller parce que tout le monde sait que, en fait, je n'ai jamais tué personne, je vous le dis aujourd'hui. Alors, mais c'est... dans ce cas-là, dans le cas du poème par correspondance, il y a plusieurs personnes qui écrivent dans la salle. Je trouve que c'est une très, très belle posture parce que ça permet justement de contourner ça. On écrit à quelqu'un. On n'écrit pas à un public, on n'écrit pas à des lecteurs anonymes, on écrit à quelqu'un. On se doute bien qu'à un moment donné, ça va être lu, là. En tout cas, on l'espère, mais c'est beaucoup plus... oui, cette intimité-là, ça nous permet de franchir, en tout cas, moi, ça m'a permis de franchir certaines inhibitions. Je rebondis là-dessus. Vous avez aussi parlé de la petite fille brune, ça rejoint aussi un peu Fiorella. Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle, de cette petite fille brune? Oui, en fait, Louise parlait tantôt des points de correspondance ou de synchronicité dans nos parcours. Bon, les deux, en voyant nos photos, on a vu qu'on était des petites filles brunes, puis on était des petites parfaites aussi. Et donc, ça a un peu été un leitmotiv Des aînés. Et des aînés de famille aussi. Donc, ça a été un peu un leitmotiv qu'on a repris, un peu dans le cadre de la visite des lieux de l'enfance, hein, parce que aussi, ce qui nous a marqué, comme disait Louise, c'est qu'on trouvait que c'était donc petit, finalement. Tu sais, ça tenait comme à quelques mètres, là, notre histoire d'enfance. Puis en même temps, c'était très grand. Fait qu'il y avait un peu cette idée-là que cette petite fille-là, elle était à la fois petite et très grande. L'autre chose, Louise, dans un des poèmes, disait « la petite fille qu'on a laissée derrière, qu'on a abandonnée ». Donc, c'est un peu, dans le fond, une partie de nous-mêmes qu'on a tous en nous. Bon, on peut appeler ça la petite fille brune, l'inconscient, etc. Donc, qu'on essayait un petit peu de retrouver à travers le poème, puis de lui laisser une place, de la laisser carrément s'exprimer. D'ailleurs, dans le texte, à un moment donné, on se dit, finalement, on n'écrit peut-être pas à 4 mains, mais on écrit peut-être à 8 mains. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui se faufile. Ces petites filles-là sont peut-être en train de pianoter à côté de nous. Donc, c'était l'idée un peu de leur laisser une place, de les laisser grandir. Hein? Je pense que quand on est des petites parfaites, souvent, il y a un côté qui devient un peu, qu'on appelle un peu pseudo-mature, mais il y a aussi une grande perte à l'intérieur ou un grand abandon de cette division-là d'être un peu petite parfaite, mais il y en a une qui n'a pas le temps de grandir. Donc, je pense que c'était un peu ce mouvement-là. Tu me corriges, Louis, si je dis des inepties. Donc, ça a été une figure, je pense, qui nous a accompagnés. Puis en même temps, dans le texte aussi, de par la pandémie, de par, je pense, la question de l'âge, moi, mes propres angoisses de maladie, l'hôpital, on a parlé aussi beaucoup de la mort. Puis c'est un peu comme, dans le fond, l'enfance, la mort. Donc, c'est un peu, je pense qu'il y avait beaucoup cette question-là aussi, la petite fille brune qui vieillit, hein, qui avance vers la destination finale. Ouais. En fait, parlant de ces petites filles-là qui vieillissent, qui ont des enfants, des petits-enfants, ce qui me concerne, on s'approche peu à peu de la mort, le plus tard possible, on est bien d'accord, mais quand même, ça ne nous empêche pas d'être lucides. Et c'est tout un trajet qu'on trace à partir de l'enfance. Je
pense qu'on ne peut jamais voir un seul point dans notre vie. On voit tous les points en même temps. Et ce recueil-là nous a permis de le découvrir compte tenu de la pandémie et de tous ces morts-là dont on entendait parler tous les jours, en se demandant est-ce que notre tour viendrait plus rapidement qu'on ne le croyait, dans le fond. Peut-être je rajouterais, pour ma part aussi, dans la poésie, j'ai toujours aimé cette citation de Gamoneda, un poète aussi, qui dit toute ma poésie, le récit de comment je marche vers la mort. Hein. Puis pour moi, ça a toujours résonné beaucoup. Puis je trouvais un peu une partenaire de marche aussi dans l'écriture avec Louise. Je savais que c'était des questions qui te préoccupaient aussi. Donc, c'était un peu une façon de marcher ensemble. Ouais. Et pour en revenir aussi à l'amitié, il y avait une belle preuve d'amitié dans Nous ne sommes pas des fées. Quand justement Louise vous dit à Vanessa de continuer même quand vous ne serez plus là, et qu'éventuellement un jour vous pourriez, donc toi Vanessa, avoir une correspondance avec une jeune poète, un peu comme ce que tu as fait, c'était très touchant, donc je tenais à le dire. Je ne sais pas si vous avez envie de rebondir, mais pas. Moi, j'aimerais ça souligner que Louise, c'est une dame très généreuse. Puis, je crois qu'elle elle a accompagné beaucoup d'étudiantes de par son travail de professeur. Mais donc, il y a une grande générosité, moi, je dois dire, de la part de Louise, de transmettre à des jeunes comme moi. Puis, effectivement, ça donne le goût après à moi de retransmettre. Il y a quelque chose dans la transmission d'une chaîne. Oui. C'est beau de penser à cette chaîne-là. On parlait de séparation, d'être chacune dans des catégories. Le fait de penser que l'amitié est intergénérationnelle et permet justement de franchir les étapes. Et ça permet aussi à des personnes qui vieillissent, oui, je parle de moi, de dire, ben, quand je ne serai plus là, la vie va continuer. Il y aura autre chose, il y aura d'autres femmes qui donneront à d'autres jeunes femmes et on va continuer la Terre va continuer à tourner et va continuer bellement. Et on souhaite. Et moi, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Alors, la transmission, c'est pas quelque chose, je me vois pas donner. La transmission me fait recevoir. Hein, parce que Vanessa me transmet, m'a beaucoup transmis dans le cadre. D'autres personnes aussi me transmettent, comme Fiorella. Il y a des phrases ou des vers chez Fiorella. Je pense qu'elle dit « J'ai toujours été vieille ». Et puis, j'ai écrit ça aussi. Alors, je me disais, bon sang, c'est quand même étrange qu'on ait écrit toutes les deux à peu près les mêmes mots, alors qu'on ne se connaissait pas, qu'on est loin l'une de l'autre. Mais c'est ça la écriture, c'est se trouver des affinités auxquelles on ne penserait jamais et qui ouvrent le monde. Hein, le monde est là pour être ouvert et moi, je trouve ça très important. Fiorella, est-ce que tu veux réagir à ça? Ah, je suis très, très contente que Louise parle de ça parce que pour moi, c'était une façon aussi de reconnaître, en fait, de se décentrer, en fait, parce que souvent, quand on est dans la douleur, dans les blessures, on se sent seul au monde. Et donc, moi, quand j'avais écrit ça, j'étais du côté plus de la lumière parce que quand on lit mon recueil, on voit qu'au début, je retourne à cette place de l'enfance où je me sens seule au monde et qu'il n'y a rien qui puisse me rassurer. Je suis la petite fille brune abandonnée parce que je me rends compte que je ne suis pas la petite fille brune. Et donc, j'essaie d'avancer avec ça, avec ces constats, avec le fait que je suis en quelque sorte arrachée à ma propre histoire quand on me place du côté de la blancheur. On me dit, toi, tu ressembles à ton père, toi, tu es comme ton père. Tout ça, c'est des constats, des choses avec lesquelles je dois me battre et que je dois me construire avec ça. Et donc, c'est ça, ce retour auquel je dois
je dois commencer à placer les mots pour pouvoir avancer et me retrouver du côté de la lumière où je suis de nouveau avec ma mère et je suis réconciliée avec mon histoire. Donc là, je suis aussi, quand j'ai écrit ça, je pense que j'avais dit, je n'ai pas peur de devenir vieille. Je suis née, j'étais vieille déjà. Donc, c'est montrer les côtés ludiques qu'on a aussi, de rire des choses, de se décentrer, de dire, ouais, on n'est pas seul au monde, on est dépassé par les choses et c'est correct. Et on a toute une histoire qui vient de loin et c'est pas nous qui vivons tout, en fait. Ouais. Et en parlant de transmission, on pense souvent à la transmission comme justement ton nom boucher qui vient de ton père. Et voilà, c'est ça ta transmission, alors que toi, tu t'es réapproprié un peu ton identité. Ça, tu parles beaucoup d'égarement, mais tu as retrouvé finalement l'identité un peu perdue. Mais moi, je ne me suis pas sentie seule quand je vous ai lu toutes les trois. Au contraire, c'est comme si je vous connaissais déjà. Et personnellement, j'étais très heureuse de les rencontrer aujourd'hui. Est-ce que vous voudriez qu'elle lise quelques extraits? Oui. Il y a plein de oui dans la salle. Donc un peu en lien avec tout ce qu'on a partagé. Peut-être que je peux lire mon prologue parce que les prologues, en fait, ça situe bien, en fait, ce que je venais d'expliquer, en fait, l'arrachement que je sens avec mon histoire et comment est-ce que je peux trouver de me réapproprier de mon histoire et dire, en fait, vous n'avez rien compris quand vous me dites que je suis ça et pas ça. Donc, je vais lire ça. Ángela me reçoit en 2019 chez elle à Capiata, souriante, aimante. Mi niña hermosa, te extrañé tanto. Ma jolie fille, tu m'as tellement manqué. Je repense à nos matins avec un hé aux multiples opas collectionnés dans une journée et son rire moqueur de m'entendre mal prononcer les mots en guarani. Avant d'aller au Paraguay, plusieurs membres de ma famille me déconseillaient de faire ce voyage. Pour quelqu'un comme moi, ce n'est pas intéressant de s'y rendre, voire dangereux. Ainsi, visiter ma grand-mère était une façon de revenir sur mon passé et me dire oui à l'enfant que je suis, oui à toutes mes identités. Je n'ai pas fait les vols Canada-Paraguay, j'ai marché et toute cette distance est mon passé présent. Ce faisant, j'ai remué les comment. Comment nommer d'où je viens alors que les chez nous se brouillent, se cachent dans tout ce que je suis d'autre, changent de langue, de couleur et d'épaule. Entre ma grand-mère et moi, il y a le Paraguay, l'Argentine et le Canada. Il y a nos récits de déracinement gardés dans le ventre, où que l'on soit. J'ai souvent cueilli ces récits par le silence, parce qu'en se racontant, on témoigne aussi de tout ce qu'on a perdu, parce que c'est douloureux. Alors, en jouant avec les mots, j'ai cherché à habiter un silence plus lumineux. L'abattoir, c'est chez nous, et mon récit familial ancré dans la perte d'identité et la recherche d'un chemin où s'appartenir. L'abattoir au sein de la famille, c'est la figure patriarcale coloniale qui me force à préciser ma grand-mère, ma mère, c'est ma famille aussi. Le nommer me permet de construire un véritable chez nous, c'est-à-dire un foyer où famille inclut l'autre dans son entièreté. En accueillant les moments où je n'ai pas eu les bons outils pour le faire et ceux qui viendront, j'espère mieux embrasser les êtres qui m'ont porté et qu'à mon tour, je porte. J'écris pour pleurer la mort de ma grand-mère, pour les rassemblements au-delà des frontières. J'écris pour pouvoir dire à ma mère, aquí tu niña, ves pico? No he olvidado de donde vengo. Ici ta fille, vois-tu?
je n'ai pas oublié d'où je viens. Alors, on va vous lire les 2 premiers poèmes du recueil. C'est une ville fantôme, l'enfance. Je n'en garde qu'un tatouage au creux de la paume, une constellation de lignes inextricables, quelques photos dans un album. Les années m'ont filé entre les doigts. On a vendu la maison, l'Église a donné sa Vierge, l'école est devenue un collège, et je me suis habituée à regarder droit devant. Je me rappelle la femme de Lot. Une vieille mémoire surgit au détour du sommeil. Le cœur se met à cogner dans sa cage, et il me vient des mots d'une autre langue. Catéchisme, confession, communion. La nuit ouvre alors ses fenêtres, les morts se lèvent dans leur voix. Ils me racontent leurs histoires. Il était une fois une vie où habitait une petite fille brune, avec une mère, un père, des grands-parents et une tante dont elle avait très peur. Je la contemple, cette ville, la secoue tel un globe de neige, flocon du souvenir, la cour d'école, les ballons défonçant les murs, les cloches. Innocence tachée de bruit, petits doigts tenant le monde. Certains sont sous terre, d'autres continuent à caresser. Les épées poussent sous les têtes, on voudrait le nier. Je ressuscite la petite fille brune, me demande ce qui, en la plus grande, subsiste d'elle. J'écoute l'autre langue. Qu'avaient été ces décennies? Combien de mots avait-elle posé sur le papier pour nous délivrer du mal? Je marche avec toi dans les rues du passé, là où exister deviendra écrire. C'est modeste, une vie. Promettre, on reviendra dans 20 ans. Ajuster au temps, on reviendra dans 10 ans. Souhaiter, oui, retrouver cette ville fantôme où nous sommes toujours. Angoissée. Lorsque je serai démente, j'oublierai mon enfance et je t'oublierai. Merci à vous 3. J'ai une dernière question en lien avec justement ce que tu viens de dire, Vanessa. Et ensuite, je vous laisserai aussi l'occasion de poser de nouvelles questions. Donc justement, en parlant d'oublier, vous évoquez, j'ai l'impression, toutes les 3, cette peur d'oublier ou d'être oublié. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu ce ressenti face à cette peur et comment vous faites justement pour lutter? Et peut-être l'origine aussi de cette peur? Très long, je pense. Je remontais, je travaille justement là-dessus en ce moment. Mais disons que dans ce livre-là, il y a beaucoup de sources. On a beaucoup travaillé avec la figure de la grand-mère de Vanessa qui est décédée juste avant qu'on commence à écrire le livre et qui souffrait d'Alzheimer. Alors, c'est évident que quand on voit le temps passer, on a parlé du fait que c'était un parcours de vie, qu'on se dirigeait vers la mort, évidemment, comme tout le monde. Cette figure-là nous a beaucoup habité. Et voilà pourquoi l'oubli est peut-être si présent. Le fait d'oublier moi-même, ça m'arrive d'oublier des mots. Je pense que les personnes de mon âge dans la salle vont se reconnaître, en tout cas, je l'espère. On cherche un mot à un moment donné, puis tout à coup, le mot ne vient pas. Il va venir 10 minutes plus tard ou une demi-heure plus tard, mais sur le coup, impossible de le trouver.
Alors, il y a des petits oublis et on se dit toujours, ben, est-ce que c'est le début de la fin? Qu'est-ce qui m'attend? Est-ce que c'est parce que je suis trop fatiguée? J'aime bien dire que le disque dur est trop plein, mais bon, ça c'est pour me convaincre que rien ne change, mais euh, n'empêche que la question de oublier et être oublié aussi, parce que il y a tellement de vieillards, de vieillardes qui sont oubliés. Ça, c'est récurrent. Si on connaît des personnes qui travaillent dans des CHSLD ou dans des maisons de retraite, elles vont nous le dire. Alors, il y a toute cette question-là, en tout cas pour moi, qui agitait le texte d'une certaine façon. Oui, puis peut-être pour la petite histoire pour poursuivre, en fait, quand on s'est rendu sur les lieux de mon enfance, c'est là que ma grand-mère est décédée, en fait. Donc, Louise était là quand elle est décédée. Donc, c'est effectivement, ça a un peu euh, brouillé tout le texte. Pour moi, évidemment, donc c'était une figure importante dans la question de la transmission, parce que, bon, moi, du côté de mon père, c'est un peu, c'est beaucoup de membres fantômes, beaucoup de boîtes noires. Donc, tout ce qui me reste un peu, c'est du côté de mon histoire maternelle. Pour ce qui est de la question de l'oubli, j'écris dans le texte, justement, j'écris pour me souvenir et pour oublier. Moi, j'ai très peur d'oublier. J'ai peu peur d'être oubliée. Pour moi, l'écriture est une question de mémoire, donc de laisser des traces un peu, d'être des témoins du monde, témoins de la vie, puis en même temps, une vie qui nous dépasse. J'écris aussi dans le texte, la vie a de la mémoire, donc ça continue sans moi et j'aime cette idée-là, mais j'aime l'idée du mot comme une trace. En même temps, il y a aussi ce paradoxe que pour qu'il y ait des souvenirs, ben, il faut qu'on oublie. Parce que, bon, j'avais rencontré des patients qui avaient certains troubles, puis ils retenaient tout de manière absolument incroyable, mais ça fait qu'ils ne pouvaient rien se souvenir paradoxalement, parce qu'il n'y a rien qui, ça y est, tous les événements avaient la même importance, le bottin téléphonique ou la mort de la grand-mère, donc c'est terrible, donc il faut oublier. C'est un peu tout le paradoxe pour moi de la question du souvenir et de l'oubli. C'est comme si on a notre pensée, puis il y a un hameçon. L'hameçon de la pensée, c'est la mémoire, puis ça pige un peu, puis ça nous donne des souvenirs, mais pour ça, il faut oublier le reste. Donc, il y a un peu la question du deuil à travers l'oubli, le deuil de ce qu'on ne peut pas garder en nous comme trace. Puis bon, peut-être ceux et celles qui ont des enfants, moi, on dirait, là, j'ai des jeunes enfants, j'ai un bébé qui m'attend à la maison, puis on dirait que je voudrais tout noter, tout ce qui se passe, puis je me dis, je me rappelle déjà plus quand il a marché la première fois, mon bras là. Donc, il y a un peu cette idée de tout retenir, puis en même temps, il faut tout laisser aller à quelque part. Moi, là, je vais juste rebondir sur vous, en fait, en lien avec la question de la transmission, la mémoire et les souvenirs. C'est pour ça que dans le recueil de Nous ne sommes pas des faits, là où on m'a fait pleurer, là, c'est là où Vanessa dit euh, qu'il va venir rendre visite. Je peux lire, si j'ai la permission. Nous te chercherons parmi les lettres et les sols, nous te trouverons partout et doucement nous déposerons un poème sous ton nom. Et ensuite, je t'attendrai sous la verdure de mon nom. Euh, je- c'est là que ça me rejoint beaucoup avec la transmission, l'oubli et les souvenirs. Parce que c'est un peu ça qui m'habite aussi dans la question de la mémoire. Je suis, la peur que je peux avoir, c'est que ma grand-mère est partie sans tout me dire. Elle avait encore des histoires à me raconter. Elle avait encore des mots à m'apprendre. Elle avait encore des corrections à me faire par rapport à ma prononciation du guarani, mais elle n'est plus là. Elle n'est plus là pour me dire, et ce sont des histoires que j'ai perdues. Et donc, c'est pour ça l'importance pour moi de les inscrire, d'inscrire toutes les petites choses qui sont minuscules, mais qui prennent une importance majeure, parce que ce sont les dernières. Et donc, ma mère aussi, elle a des choses à me conter.
Et donc, j'essaie de la pousser, de dire maintenant, parce que je suis en train d'écrire, regarde ce que j'ai fait, est-ce que c'est assez bon? Je pense pas, tu pourrais m'aider encore. Euh, donc, j'ai pas tant, la question de l'oubli, la mémoire, ça m'habite plutôt du côté de la transmission. C'est aussi des récits que je ne veux pas lire dans des livres parce que ça fait vraiment pas longtemps que les personnes autochtones écrivent ou qui sont aussi acceptées pour publier et paraître dans l'espace public. Donc, c'est une grande opportunité et c'est une révolution quelque part que ça arrive. Donc, voilà, c'est ça. Merci beaucoup à vous trois. Si vous avez des questions, c'est le moment. On a une petite dizaine de minutes encore. Dans le titre, Ne sommes pas des filles, pourquoi vous avez choisi ce titre-là? Ça vient d'où? Les filles? Ben, comme on est des petites filles au début, les petites filles croient aux fées. Alors, et on a été abreuvés par les contes de l'enfance, les contes de fées. Et on était des petites parfaites, Wanessa l'a dit, toutes les deux. Donc, je pense que je dis au on et tu me dis, Louise, laisse-moi parler. Alors, je vais parler pour au jeu. En ce qui me concerne, je pense que toute petite fille rêve d'être une fée. Encore aujourd'hui, remarquez, hein, si je pouvais faire apparaître certaines choses et me débarrasser d'autres choses, d'autres personnes par un coup de baguette magique, je serais bien contente. Mais quand on accepte son imperfection, on accepte qu'on n'est pas des filles. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on devient, j'aime pas le mot adulte, mais qu'on devient une personne qui s'accepte et qui accepte vraiment les autres. Quand on est dans la perfection, ben, évidemment, on prétend être des fées. Et j'ai écrit cette phrase-là parce que on parlait de nos enfants, Wanessa et moi, dans des poèmes, puis on voudrait être des fées pour nos enfants. On voudrait qu'il ne leur arrive rien. On voudrait qu'ils soient heureux. On voudrait leur donner tout. Mais on se rend compte qu'on n'y arrivera pas. C'est, en fait, la condition humaine, c'est une condition qui nous demande non seulement de l'humilité, mais c'est mortifiant aussi. C'est très mortifiant. Peut-être j'irais dans le sens de Louise, dans le sens, c'était beaucoup l'idée, je pense qu'on n'est pas omnipotente. Hein? Quand on est enfant, à quelque part, on est dans un mode un peu fusionnel, c'est-à-dire qu'on est le monde, ma mère, c'est moi, donc il n'y a pas de séparation. Puis à un moment donné, ben, on grandit, puis on devient séparés. C'est beaucoup moins trippant parce que mon fils il est encore à l'âge où il peut, avec une gomme magique, il s'amuse à effacer ce matin toute notre maison. Fait que c'est le fun, mais à un moment donné, c'est ça, on n'est plus dans ce mode-là à l'être. Puis en même temps, mais on y est aussi parce qu'on est capable en poésie de jouer avec les mots, de faire virevolter la langue comme tu l'écris, Louise. Et moi, ça, je trouve ça très beau. L'autre chose, c'est dans Nous ne sommes pas des fées. Bon, évidemment, l'idée Nous ne sommes pas parfaites. Et pour moi, ça rejoignait aussi un vers de Roberto Juarez qui écrivait l'imperfection, c'est la forme que la perfection assume pour pouvoir être aimé. Hein? C'est-à-dire que quand on est parfait, on ne peut pas habituellement être aimé parce qu'on n'a pas besoin de personne. Donc, c'est vraiment l'idée d'avoir besoin des autres. Donc, nous ne sommes pas des filles, oui, il y a un deuil de l'omnipotence, mais en même temps, c'est l'ouverture possible à l'autre. C'est-à-dire que j'ai besoin des autres. Je ne suis pas parfait, je suis vulnérable. Et pour moi, ça rejoignait aussi notre projet en ce sens-là. Quelqu'un d'autre? N'hésitez pas à poser des questions. Si c'est trop indiscret, on ne répondra pas. Un autre extrait ou comme vous voulez.
D'accord. Alors, on va lire 2 textes. Nous, on n'a pas de prologue ni d'épilogue, mais on a quand même des poèmes qui introduisent qu'on a écrit à 4 mains. Alors là, on a vraiment écrit ensemble. Vanessa écrivait des vers, des strophes, elle me les envoyait, j'ajoutais. Alors, ça s'est construit, ça s'est tissé comme ça. Alors, je vais vous lire le premier, puis Vanessa va vous lire le dernier. Nous venons d'une enfance que nous ressuscitons ensemble, le temps d'un thé ou d'une promenade. Quand la mémoire se dérobe à ces images, ne laisse qu'un cerne à la surface des yeux. Un noir aussi rouge qu'une mer que nous confions aux mots. Nous n'avons pas fini de colorier la mort, dépeler l'espérance avec des fautes, écrire est ce visage qui nous lie et nous délivre de nos vieilles promesses. Écrire est une audace de l'amitié. Chaque fois que la nuit veut nous coudre les paupières, et nous trouvons la force d'affronter les vents coupables qui versent leurs eaux de cendre, qui versent leurs seaux de cendre sur nos têtes. Nous cherchons le vrai nom de la peur, comme 2 femmes qui n'ont rien à perdre, scrutent avec amour la détresse jusqu'à la joie. Nous n'avons pas écrit notre dernier poème, nous ne croyons plus aux fées, mais nous continuons à espérer. Espérer comme rire, chanter, allumer des feux près du cœur pour réchauffer les larmes ou tenir un enfant par la main. Lorsque les souvenirs s'emparent du présent, d'autres filles naîtront, apprendront le chemin qui lie au monde, deviendront elles aussi des mères. En nous demeurera toujours le désir de secouer la terre afin qu'elle s'ouvre, large comme un accouchement. Sous les cadavres aux os rongés, il y aura des nourrissons aussi vrais que des rêves qui crieront à la face des pierres leur soif insensée. Il y aura des mots capables d'affronter le futur de nos peurs. Je vais vous lire quelques petits extraits aussi. Elle migrante des terres l'exil qui nous raconte. Apprenez à marcher longtemps. Apprenez à apprendre qui nous étions avant. Elle m'a regardé un bon moment de loin pour mieux me dire « ma fille ». Elle m'a caressé le bras tout doucement. Elle m'a coloré la peau. Je n'ai pas compris comment elle a fait ça. La terre a parlé à ma mère et à ma grand-mère. Ma mère m'a dit « Nous sommes rouges, comme notre terre, nous sommes rouges ». La terre est venue nous dire « Avant l'église, j'étais là, j'y suis encore, donc vous êtes ». Elle ne l'a pas dit en français, elle n'a pas connu Descartes. Elle ne l'a pas dit en anglais, elle n'a pas connu Darwin. Elle ne l'a pas dit en espagnol, ni en portugais, ni en hollandais. Tu vois, Pico? Elle nous a tout dit en guarani. Opai teia, ka ia, veveraia. Tout a une maîtresse déjà. La montagne, l'arbre, la rivière, que nous respectons, à qui nous demandons la permission de couper ces plantes, la pénétrer, manger du poisson, s'imprégner de sa fraîcheur, créer de l'art. Nous demandons la permission, même si nous savons nager, nous demandons si elle le veut. Elle nous emporte, même si nous savons nager.
Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation. C'était un plaisir pour moi d'animer cette rencontre. Merci aussi aux personnes qui étaient là parmi nous aujourd'hui. Et merci aussi à l'Espace de la Diversité d'avoir organisé tous ces midis littéraires. Il en reste un demain, c'est ça? On peut peut-être dire c'est quoi là, le thème? Est-ce que vous l'avez sous la main C'est sur l'amour demain. Donc toujours à midi demain, c'est ça? À l'Esplanade tranquille. Merci encore. Bonne journée. Merci beaucoup, Selma.